Là, on va reprendre avec le troisième atelier sur ce symposium qui porte sur l'autonomie des robots, en tout cas. Ce matin, je rappelle, vous avez écouté des interventions sur la robotique autonome dans les exploitations et ça vous a donné une idée de quels sont les thèmes clés. Les thèmes en relation avec l'autonomie, l'autonomisation des robots. Donc quand on est vraiment dans l'optique d'avoir des robots qui fonctionnent seuls dans l'exploitation. Ça, c'était ce matin. Cet après-midi, par le biais du QR code, vous avez la possibilité de voter pour les 3 ou 4 thèmes préférés. Donc on a les 3 thèmes qui sont retenus, ce sont les coûts et bénéfices, l'organisation de l'exploitation, et puis l'interopérabilité et la polyvalence, et l'appropriation. Donc il y en a 4. Quand je regarde le nombre de participants, là, à l'instant T, dans la salle, la proposition, c'est de créer 2 à 3 tables rondes. On veut avoir au moins 5 personnes, parce que si on a moins de 5 personnes, on ne peut plus vraiment parler d'intelligence collective. Donc on va faire 3 tables rondes, maximum 4. Donc d'abord, ma proposition est la suivante. D'abord, je vous propose de vous rapprocher et je vous invite à vous rapprocher du tableau à feuilles portant le thème sur lequel vous voulez travailler. Comme ça va nous donner une idée. La séance ensuite va être lancée à proprement parler. Nous allons organiser une table ronde sur les 4 thèmes. Chaque table va échanger, échanger de points de vue, de savoir-faire. Donc vous allez discuter, vous allez vous présenter les uns aux autres. Et on va faire en sorte que chacun se connaisse et voir quels sont vos intérêts. Vous allez faire donc un brainstorming. Vous allez pouvoir écrire des questions. Si vous trouvez quelque chose de consensuel, si vous avez des recommandations à formuler, des recommandations à destination des fabricants, des institutions, des pouvoirs publics, à ce moment-là, vous allez écrire ces recommandations, ces propositions, ces questions sur le tableau à feuilles. Donc, des questions, des recommandations. Et à la fin de cette séance de brainstorming, on fera une petite pause et puis on reviendra et on fera la restitution. Donc, on va essayer d'échanger des connaissances entre tables. Donc, chaque table va présenter les résultats de ses travaux lors de la phase de restitution, va expliquer quels sont les 3 thèmes qui sont ressortis, les 3 grandes idées, les idées fortes de la discussion. Et ensuite, on recueillera donc les connaissances. Et à la fin de l'événement, on produira un livre blanc qui fera la synthèse de tout ce qui aura été dit pendant cet après-midi. Donc c'est un travail d'intelligence collective et pas artificielle. Vous êtes les acteurs principaux et donc j'espère que vous passerez un bon moment. Nous avons des modérateurs qui travailleront sur chaque table. Christophe Tissier de la CEMA, Guillaume Boquet de chez Axema, Alessio Bolognesi de la Federaguma et moi-même. Je m'occuperai de l'une des tables. Donc voilà, je vous invite à vous lever, à vous rapprocher des tableaux à feuilles, enfin si vous voulez participer bien entendu, et on vous répartira ensuite sur les thèmes. Donc rapprochez-vous du tableau à feuilles dont le thème vous parle le plus. Merci. Voilà, maintenant c'est à vous. So, thank you very much. Merci, merci à tous. Vous avez survécu jusqu'à maintenant. Nous allons donc lancer la deuxième phase de notre atelier dans lequel chaque groupe eh bien, donnera un petit aperçu des travaux qu'il aura fait. L'idée, donc, voilà, c'est de restituer
à la salle les résultats de vos élucubrations. Donc si jamais vous avez des questions pour le groupe, il faut y aller. C'est le moment de générer donc de nouvelles connaissances, de nouvelles idées. Il faut que ce temps porte ses fruits. Donc le premier groupe à travailler, ça sera le groupe dédié aux organisations, à l'organisation des fermes. Ils nous parleront donc des points qu'ils auront identifiés. Vous aurez le temps de réagir aux conclusions de chaque groupe. Et puis après cela, le deuxième groupe parlera donc de l'appropriation des sujets par des agriculteurs. Et puis on aura un petit temps de discussion. Voilà. Donc merci aux deux groupes d'avoir généré cette connaissance et je vous donne le temps de travailler. Oui, petite introduction. Vous vous souvenez que donc voilà, le premier groupe a trouvé sur l'organisation de la ferme. Donc c'était un petit remue-ménage, brainstorming. On essaye de voir un petit peu ce qui peut changer dans la ferme, ce qui doit changer en termes de pratiques agricoles d'une part, mais également les changements en termes de compétences, formation au sein de la ferme. Je pense que nous n'avons pas couvert tous les sujets, mais je vous donne néanmoins la parole pour la présentation. Okay, so in terms of farm organization, we thought it would be a good idea to... Bien, donc nous sommes partis de zéro, donc une ferme sans automation, sans automatisme, et puis on a essayé de tirer une ligne ici qui symbolise un petit peu sa ligne de temps pour arriver à une automatisation entière de la ferme. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, à l'heure actuelle, on pousse un petit peu les agriculteurs à adopter ces technologies, et donc ils se rendent dans des salons, ils parlent aux fournisseurs, aux concessionnaires, ils expriment leurs besoins, et donc nous, on s'est dit qu'il pourrait être intéressant de décider quand acquérir les données pour pouvoir prendre une décision éclairée sur ce premier pas vers les automatismes ou l'automatisation. Alors, nous avons tous parlé donc d'agriculture de précision, c'est un petit peu notre sujet, et parfois l'information, ils ont énormément d'informations via des capteurs, informations sur leur culture, mais ils n'en font pas grand-chose quand ils décident finalement de passer à l'automatisation. Donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant. Nous, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais on s'est dit que bon, quand ça s'avère pertinent pour l'agriculteur, eh bien, il peut, ma foi, se plonger dans les données pour pouvoir prendre une décision éclairée. Ensuite, il décide, par exemple, d'automatiser une première tâche. Et donc, en termes d'automatisation, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit changer son infrastructure d'une façon ou d'une autre, parfois plus ou moins radicalement. Ensuite, il faut ajuster la configuration de l'exploitation pour pouvoir utiliser ces robots. Certains robots sont plus adaptés à certaines exploitations qu'à d'autres. Si le robot est trop grand, par exemple, le robot parfois est trop gros, donc ne peut pas aller là où un tracteur allait. Donc il faut parfois, je ne sais pas, couper des arbres ou augmenter l'espacement entre les rangs, ce genre de choses. Donc il faut changer un petit peu la configuration de la ferme. Vous aurez peut-être également besoin de planifier des trajectoires de différentes façons. Et puis, on peut prévoir également des points de charge un petit peu partout. Donc, ça n'est pas que
configuration de l'exploitation qui doit changer, mais il faut peut-être plus d'équipements à différents points dans les champs pour, ma foi, rendre l'acquisition de véhicules électriques plus intéressante. Donc si vous avez 200 hectares de vignes, vous ne voulez pas forcément que l'exploitation fasse 50 hectares et puis finalement soit obligé de... bon. Different stations where you can either perform maintenance or replace batteries, for example. And of course, this is misspelled. Digitalization of your field. So we have these robots that you can have them run around the farm, and they can acquire lots of data in terms of image, sensors, humidity, temperature. Bien, donc effectivement, il y a un certain nombre de paramètres qui pourraient être utilisés par l'agriculteur pour améliorer donc le travail sur l'exploitation. Donc on a travaillé sur l'automatisation de certaines tâches. L'objectif principal de la robotisation, en règle générale, c'est de pallier au manque de main-d'œuvre mais on peut également remplacer certaines tâches, les modifier. On peut peut-être libérer certaines personnes pour faire d'autres tâches, pour réaliser d'autres tâches à l'intérieur de la ferme ou à l'extérieur, peu importe. Mais on permet, on crée un espace pour permettre l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, quelles seront ces compétences nécessaires? La question reste ouverte, mais il y aura néanmoins quelqu'un qui saura comment faire fonctionner le robot. On a vu tous ces robots. Il faut bien que quelqu'un amène le robot jusqu'au champ, par exemple. Donc ça, déjà, c'est important. Ensuite, la personne doit savoir comment allumer la machine. Enfin, c'est un petit peu comme un tracteur, sauf qu'on ne monte pas dessus. Il faut savoir l'utiliser, quoi, si vous voulez, ce robot. Et puis, on peut peut-être également imaginer à l'avenir, je ne sais pas, une exploitation avec une flotte de robots. Et puis, il y aura peut-être une ou deux personnes qui surveillent des écrans. On voit les robots réaliser un certain nombre de tâches. Et puis, ici et là, il va falloir peut-être faire des ajustements ici et là, changer des paramètres. Donc, voilà. Donc, cette première tâche automatisée va peut-être en entraîner d'autres. La question, c'est quel sera l'impact de l'introduction de ces automatismes dans nos pratiques culturelles actuelles. Imaginez par exemple que vous changez la configuration de vos champs pour permettre à un robot de faire une certaine tâche, mais vous n'avez peut-être pas suffisamment de robots. Donc, vous aurez quand même besoin d'utiliser vos tracteurs. Il faut que vos opérateurs puissent prendre le relais, par exemple, je ne sais pas, pulvérisation, je ne sais pas, désherbage. Enfin, si le robot ne le fait pas, il faudra que le tracteur puisse le faire. Donc, vous aurez changé la configuration de votre exploitation lors de cette première phase. Il faudra l'avoir fait de telle sorte que les opérations actuelles ne soit pas trop affecté, ne soit pas rendu impossible, à tout le moins. Donc voilà, vous réglez tous ces problèmes, vous faites tous ces ajustements avec la première automatisation, et puis donc vous avez toutes ces données, vous ajoutez des tâches automatisées supplémentaires, vous étudiez un petit peu toutes ces données, vous les compilez, toutes ces données que vous avez accumulées, et puis vous essayez vraiment de comprendre quels seront les points où une nouvelle tâche peut être automatisée avec pertinence et ajoutera de la valeur à votre production.
Donc, on appelle ça de l'agriculture 2.0, l'agriculture avec logiciel, assistée par logiciel. Donc, l'idée, c'est d'arriver à optimiser l'utilisation des équipements, les utiliser au mieux de leur capacité et peut-être les faire en sorte que l'ajout d'un deuxième robot soit optimisé et que ces robots fonctionnent en symbiose, comme dans un écosystème. Alors, lorsque vous commencez à automatiser votre exploitation entièrement, eh bien, vous aurez besoin de comprendre l'équilibre énergétique de votre ferme. Donc, c'est encore la question est ouverte. Comment est-ce que l'on réalise cet équilibre énergétique de la ferme? On doit prendre en considération votre consommation d'énergie par les robots, mais également toutes les autres tâches. La consommation d'énergie de vos serveurs, des éclairages, enfin tout ce qui est intégré dans ce nouvel environnement et les nouveaux emplois qui seront créés, ces nouvelles fonctionnalités, ces nouvelles expertises qui seront rendues nécessaires. Je ne sais pas, on peut penser à de l'élagage, par exemple, ou comprendre, par exemple, quels sont les besoins des différentes cultures. Celle-ci aura besoin de plus d'eau, celle-là de moins d'eau. Cette terre sera plus propice à telle variété, telle autre plus propice à telle autre. Enfin voilà, ça ce sont ces compétences qu'il faudra acquises, et puis donc il y aura cette personne qui aura cette compréhension holistique et aura toutes ces informations au bout des doigts et pourra, ma foi, prendre les bonnes décisions. Donc il y aura donc des ingénieurs informatiques en réalité qui seront là et qui créeront des algorithmes pour permettre davantage d'automatisation de certaines tâches plus spécifiques à telle région, à telle culture dans telle région, voire même peut-être pourra adapter les choses au désir de l'exploitant qui voudra peut-être travailler de telle ou telle manière. Donc on pourra automatiser des tâches qui seraient vraiment spécifiques à telle exploitation. Et puis ensuite, il y a toutes les opérations de maintenance des robots qui pourraient être réalisées en interne ou ça pourrait être externalisé, mais en tout cas, il faudra le faire d'une façon ou d'une autre. Et puis, avec ces tâches automatisées, eh bien, il vous faudra créer de nouveaux process qui seront peut-être mieux que ceux existants déjà. La façon dont on travaille aujourd'hui, les process actuels sont basés sur la technologie actuelle et sur le temps que nous avons pour réaliser certaines tâches. Donc c'est un petit peu ça qui conditionne ces nouveaux process. Il y a également la préparation du terrain, par exemple, pour le sol. Ils disaient ce matin qu'ils avaient dû inverser l'ordre à cause de contraintes naturelles. Bon, bah, maintenant, il faudra revoir un petit peu ces process et voir comment on gère la ferme pour être plus en phase avec, ma foi, ces robots, cette nouvelle réalité. Et cela, ma foi, va proposer de nouvelles façons de travailler. Regardez ce robot qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou 3 robots peut-être qui réalisent différentes tâches. Cela ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles options pour votre ferme. Et puis ensuite, en fin de compte, après une fois que tout cela est fait, votre objectif final sera d'avoir automatisé votre ferme entièrement. Et ça, bien sûr, c'est très important. Ces nouveaux processus devraient vous permettre d'atteindre ces objectifs, à savoir une agriculture plus durable. Je sais que, bon, pour les objectifs, c'est pas forcément l'objectif ultime. Leur objectif ultime, c'est de nourrir la planète. Mais bon, il y aura également, vous allez peut-être donc travailler
selon des méthodes nouvelles, donc il y aura sans doute des processus nouveaux, et donc il faudra faire en sorte que ces nouveaux processus permettent d'atteindre les objectifs que les agriculteurs se seront fixés. Et puis ensuite, vous pourrez décider du type d'agriculture. Ça peut être de l'agriculture en plein champ, de l'agriculture sous serre. Enfin bref, la façon, enfin les choix de robots dépendront bien sûr des cultures également et du mode de culture que les uns et les autres auront choisi. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, cette restitution de vos travaux. Y a-t-il des questions, des réactions à ce qui a été dit de la part d'un groupe pour l'autre? Je m'appelle Edouard de chez Kubota. Je me demandais si vous avez pris en considération d'un côté les exploitations familiales versus les grandes exploitations dans votre projection. Réponse. Alors, c'est effectivement un distinguo intéressant, mais on n'en a pas tenu compte. En fait, nous avons essayé d'être générique parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas et donc on essaie d'avoir une approche un peu générique parce que c'est vrai qu'il y a différentes tailles d'exploitation, différents types d'exploitation et on ne peut pas tenir compte de tout cela, en tout cas pas dans un exercice comme celui-ci. Oui, parce que je pensais que dans les exploitations familiales, ils veulent probablement être plus impliqués dans l'aspect exploitation. Tandis que les plus grands agriculteurs, ce qui les intéresse peut-être, c'est les quantités, c'est les débits, les rendements. Donc c'est deux manières peut-être d'envisager l'agriculture aussi. Mais vous croyez que les exploitations familiales vont être plus sensibles aux questions de durabilité que les autres? Ben oui, peut-être. Parce que pour eux, le profit, de toute façon, il est moindre que celui des grands exploitants. Et je pense qu'ils sont plus impactés, les petits exploitants, par l'aspect durabilité. Des commentaires? Donc vous avez en quelque sorte créé une feuille de route, si je comprends bien. Et donc au bout, donc le travail est terminé et tout va bien. Mais est-ce que vous croyez que l'on peut mesurer ou avoir des indicateurs pour savoir à quel endroit on se situe dans la feuille de route, de manière générale, ou pour une exploitation là à l'instant T, pour qu'elle sache se positionner sur cette chronologie? Comment savez-vous, comment pouvons-nous savoir en tant qu'exploitants à quel endroit on se trouve? Quelles sont les données dont nous avons besoin pour se positionner? Réponse. Alors je ne suis pas un expert, loin s'en faut, mais je vais vous donner mon point de vue en toute humilité. Ça dépend en fait quelle est votre pratique déjà. Si c'est une exploitation familiale, peut-être que, en effet, dans cette configuration, il n'y a pas accès à des données ou il n'y a pas suffisamment de ressources pour intégrer ces données. Et par conséquent, en fait, ce que je veux dire par données, c'est des capteurs déjà pour recueillir ces données, des informations sur les conditions météorologiques, le rendement, tout ce genre de choses. Non, moi je pensais plutôt les fabricants, les concessionnaires, donc les fabricants de robots savent combien ils vendent de robots et à quelle finalité. Et ça, c'est peut-être intéressant. Ah, d'accord. Oui, donc peut-être que les constructeurs sont à même de mieux choisir, ou de mieux conseiller le robot qui sera le plus adapté à l'exploitation. Bon, alors non, si c'est pas ce que vous voulez dire, je ne comprends pas votre question, malheureusement. Comment peut-on savoir où nous en sommes dans la chronologie? Ah, si vous êtes déjà un exploitant, où est-ce que vous en êtes et quelles tâches vous devez exécuter? Non, c'est toujours pas ça. Alors, comment évaluer la situation à l'instant T? Quels sont les indicateurs?
comment s'appuyer, enfin s'appuyer sur quels faits, quels indicateurs et pas sur du ressenti? Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui sera mieux placé que moi pour répondre à cette question. Non, bon, moi j'ai le point de vue du fabricant, bien sûr. Merci beaucoup. J'ai une petite question concernant la transformation et sur les itinéraires notamment. Est-ce que vous vous êtes demandé, alors si on change complètement la manière dont on produit des aliments, en faisant par exemple des fermes verticales ou en suivant la recommandation de Google, avoir des néo-fermes et Neofarm fait des expériences là-dessus. Donc si on change complètement le paradigme, est-ce que vous pensez que les robots vont complètement révolutionner la manière dont on produit, donc dans des fermes de type Google ou Néoferme? Ou est-ce que vous pensez que demain, on va préserver les modes de production, c'est-à-dire des aliments qui poussent dans la nature et dans des champs? Là encore, je ne suis pas un expert. Donc, mon avis, mais qui n'est que personnel, c'est que les robots vont changer la manière dont on produit. Parce que vous savez, les extracteurs déjà ont changé la manière dont on produit. Et donc, les modes de culture conventionnelle vont changer. Et la production des robots, la généralisation des robots, et les fabricants doivent tenir compte toujours de la notion de durabilité. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra de nouveaux processus dans les fermes. Par exemple, l'un des problèmes, par exemple, c'est la compactation, le compactage des sols. Tous les robots que l'on voit ici, ils sont très sensibles au compactage du sol. Et ça, c'est un problème qui n'est pas encore complètement géré par le robot lui-même et par les fabricants. Donc, il va falloir que les robots deviennent plus petits, où le processus va devoir être fait d'une manière différente, de manière à ne pas compacter les sols. Et donc, bon, voilà, je ne sais pas exactement de quelle manière. Et encore une fois, ce n'est que mon point de vue personnel. Alors, si je peux me permettre un petit mot, parce qu'après, on va passer au deuxième groupe pour faire la présentation. Mais sur ce point en particulier. Je pense qu'aujourd'hui, les robots sont conçus pour réduire l'impact négatif sur le sol. Donc, en tant que fabriqué, on essaie d'avoir des machines qui soient légères pour éviter le compactage, bien évidemment. Mais pour l'instant, on n'a pas encore conçu un robot qui soit conçu pour avoir un impact positif. Donc, on limite l'impact négatif, on n'a pas forcément un impact positif. Donc, si on veut améliorer la teneur chimique du sol, je crois qu'il y a encore des robots futurs qui doivent être conçus. Et pour l'instant, ils n'existent pas. Oui, je pense que ça va même plus loin, parce qu'il y a aussi des développements sur des robots qui n'auront pas du tout d'emprise au sol et donc qui ne feront pas du tout de compactage. Le fait peut-être que les drones seront plus grands et donc on pourra peut-être faire du traitement directement avec des drones. Et par conséquent, il n'y aura plus du tout de contact avec le sol. Donc les robots, peut-être, finalement, s'affranchiront du problème du compactage. Oui, mais ça, c'est l'avenir. Avec la génération actuelle de robots, pour l'instant, on en est réduit à devoir limiter l'impact négatif, mais l'impact négatif perdure. Merci beaucoup. Passons à la deuxième table qui a parlé des aspects sociaux et de l'appropriation par les agriculteurs. Je vais laisser Guillaume faire une rapide introduction. Oui, alors, une introduction. Nous avons travaillé... Non, ce n'est pas écrit sur cette feuille. On a travaillé sur l'appropriation. Qu'est-ce que c'est que l'appropriation? Où en sommes-nous? Comment améliorer, comment accélérer l'appropriation de robots autonomes par les agriculteurs, par les usagers? Vous avez ici quelques questions générales qui reviennent communément quand on parle d'appropriation. Au-delà de l'appropriation, il y a plusieurs raisonnements, il y a plusieurs thèmes. Par exemple, la confiance, la formation, la complexité, etc. Donc, on a travaillé sur le thème de l'appropriation et je vais laisser la parole à ma collègue
qui va essayer de résumer ce que nous avons fait. Et merci à tous les membres du groupe qui ont contribué. Et merci d'ailleurs d'aider la collègue à présenter. Alors je vous présente mes excuses parce que je dois partir dans 5 minutes. Et donc par avance, je vous dis au revoir et je vous remercie pour votre contribution de jour. Avec l'équipe, nous avons essayé de répondre à la question comment accélérer l'appropriation des robots autonomes. Alors il y a plusieurs étapes, plusieurs considérations. Nous avons noté les étapes ici. Les premières étapes tournent autour de l'interface. Nous pensons qu'il va falloir s'efforcer d'avoir des interfaces plus conviviales, plus faciles à utiliser pour les agriculteurs, plus faciles à comprendre. Et là encore, pour les aider et les encourager à utiliser les interfaces au quotidien. Et plus intuitive aussi. Ensuite, on a parlé de la facilité à programmer. Il faut que le programme soit facile à comprendre. Il faut que les agriculteurs aient accès à un programme facile pour contrôler les robots et les adapter facilement. Et nous pensons aussi qu'il est important que les agriculteurs comprennent comment les robots fonctionnent. Et il y a une question de formation, d'éducation ici, là, qui est importante. Je pense que ce sont des questions importantes et qu'il faudra prendre en compte de manière générale. Education. We need in schools. Dans les écoles, déjà dès la formation, il faudra développer les compétences sur notamment savoir programmer, être plus à l'aise avec la programmation. Data is the... Les données, c'est important. C'est une question centrale et c'est très important d'en parler. Parce que les données, bien sûr, il y a aussi des implications avec la sécurité, avec la cybersécurité. Nous pensons que les agriculteurs doivent être les propriétaires des données. Les propriétaires des données, on pense que c'est important. Et parce qu'il y a besoin de transparence, de communication sur ces questions de la propriété intellectuelle. Et puis en matière de sécurité, on a besoin aussi que il faut aussi qu'on puisse apporter la preuve aux agriculteurs que les robots sont sûrs, de manière à susciter la confiance en la technologie, et ainsi les agriculteurs seront plus enclins à les utiliser. Voilà, donc c'est tout ce qu'on voulait vous dire. Et si vous avez des choses à ajouter, nous sommes bien sûr à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, oui, on vous entend, merci. Donc, si je comprends bien, pour vous, l'appropriation nécessite de travailler sur 4 points principaux. Les interfaces donc entre le robot et l'homme. Ensuite, éducation, formation des usagers, des gens aussi de manière générale, donc une sensibilisation, une appropriation du monde de la robotique. 3e point sur les données, être très transparent, très clair sur qui est responsable des données, qui est propriétaire des données. Et le 4e point, c'est la sécurité. Donc vraiment accorder une attention particulière à la sécurité. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions? Alors vous avez dit que l'agriculteur
doit savoir comment fonctionne le robot? À quel niveau de compréhension vous placez-vous? À quel niveau de compétence, à votre avis? Parce que, est-ce que c'est l'interface ou est-ce que c'est la partie technique, savoir vraiment à l'intérieur comment fonctionne le robot? En fait, ça fait l'objet d'un débat au sein du groupe. Au départ, on disait, bon, les agriculteurs n'ont pas besoin d'être des spécialistes de la robotique. Et c'est pour ça qu'on a simplement écrit, il faut avoir des interfaces simples. Bon. Mais quand on conduit une voiture, quand on a son permis de conduire, on a quand même quelques notions, alors sans savoir dans les détails comment marche une voiture, mais on doit quand même avoir des notions et des conséquences, et une notion de quelles sont les conséquences de vos actes. Et donc, dans le même ordre d'idées, il faut avoir une petite connaissance et compétence sur le fonctionnement du robot pour pouvoir, le cas échéant, adapter, régler le robot. Parce qu'on a parlé de fiabilité. Et c'est vrai que certains robots ne sont pas fiables dans certaines conditions à cause de conditions inattendues. Il faut être capable de régler les paramètres. Et les agriculteurs, à condition de savoir un petit peu quand même comment fonctionne le robot, vont pouvoir mieux adapter le robot à leurs besoins. Et du coup, ils vont améliorer la fiabilité. Et ça va participer à l'acceptabilité. Et pour nous, au bout du compte, la conclusion à laquelle nous sommes parvenus, c'est qu'il faut que le robot ait des capacités, puisse être adapté en fonction des connaissances du robot, mais que donc l'agriculteur ait la main sur certains paramètres. Et donc la deuxième action qu'on recommande, il faut que le robot puisse faire un autodiagnostic en cas de problème et doit pouvoir poser des questions à l'humain quand il est dans une situation non contrôlée ou imprévue. Et à ce moment-là, l'agriculteur doit comprendre si le robot est dans des conditions suffisantes pour travailler de manière sûre ou non. Et comme ça, et donc il faut qu'il y ait cette compréhension. Et c'est dépendant, bien sûr, du niveau de compétence de l'agriculteur. Donc, avoir une compétence sur le robot et savoir pour quelle tâche le robot est vraiment conçu. Alors, en commentaire complémentaire, il y a 3 ou 4 ans, la Commission européenne a publié un livre blanc sur les nouvelles technologies, dans lequel il disait que les nouvelles technologies amènent de nouvelles complexités qui ne sont pas forcément accessibles au commun des mortels. Donc, en synthèse, ce qu'il disait dans ce livre blanc, c'est qu'il y a un mur d'incompréhension ou de compréhension. Au-delà d'un certain mur, on ne peut pas comprendre les processus qui sous-tendent la prise de décision. Donc, il est évident que les fabricants ont des responsabilités dans le sens où ils vont fournir une interface qui est simple à utiliser et qui est transparente. Mais au-delà de ça, il faut que la charge de la preuve soit inversée. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, il faut que la charge de la preuve incombe non pas à l'usager, mais au fabricant. Vous savez que dans le droit conventionnel, il faut que l'usager démontre qu'il a utilisé correctement la machine et que donc c'est la faute du fabricant. Mais avec les nouvelles technologies, on a inversé la charge de la preuve. C'est l'usager qui est à l'abri en quelque sorte, et c'est au fabricant de démontrer qu'il a correctement fabriqué la machine et que l'usager a fait une erreur. Donc le renversement de la charge de la preuve, c'est quelque chose de très important, c'est une notion de droit et qui s'applique en particulier avec les nouvelles technologies. Où est-ce que vous mettez... Alors, vous avez les adoptants précoces. Les adoptants précoces, là, dans votre chronologie, vous les mettez où? Donc, supposons que vous avez un agriculteur qui aime bien les robots. Il va parler à ses copains agriculteurs
et il va parler du robot. Et ainsi, d'agriculteur à agriculteur, il va y avoir une appropriation, il va y avoir un bouche à oreille favorable, et ça sera plus facile, si vous voulez, qu'il y ait un bouche à oreille favorable d'agriculteur à agriculteur que de concessionnaire à agriculteur. La réponse viendra un jour. On ne parle pas vraiment beaucoup de cet aspect, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé dans le groupe. Mais, alors, je vais vous donner ma réponse personnelle, et puis je laisserai les autres réagir. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais le fait est que, alors c'est vrai qu'il faut tenir compte des adoptants précoces, mais il y a de toute façon l'acceptation des nouvelles technologies de la robotique qui seront favorisées par le fait que les normes de conception sont ouvertes et aussi par le caractère collaboratif de la conception. Donc si les agriculteurs sont impliqués, il y aura une meilleure adoption. Donc c'est ce qu'on appelle le design participatif. Et il faut mieux inclure les besoins des usagers finaux parce que ça facilite l'appropriation et l'adoption. Donc la question, elle reboucle, si vous voulez, sur une question beaucoup plus générale, savoir comment les gens, comment la société, de manière générale, participe à la conception des produits technologiques. Et ça, après, ça a un effet bénéfique sur l'adoption. D'après moi, les conditions de l'acceptabilité sont fonction de l'implication des usagers dans la conception. Mais ce n'est pas la conclusion des groupes, c'est juste mon point de vue personnel. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion d'en parler dans le groupe, mais de manière générale, les adoptants précoces sont capables d'absorber, en quelque sorte, de digérer la technologie plus vite que les autres. C'est pour ça qu'ils sont friands de technologie. Mais au-delà de ça, il faut quand même que l'interface soit la plus simple possible pour ne pas faire peur aux autres et pour avoir davantage d'adoptants. Parce que les agriculteurs peuvent dire que c'est un super produit, il peut y avoir un bouche à oreille très positif. Si l'interface est compliquée, ça ne marchera pas. Donc si on veut avoir un plus grand nombre d'usagers, il faut que l'interface soit simple, parce que tout le monde n'aime pas avoir à mettre les mains dans le cambouis et jouer sur les paramètres. Donc vraiment, l'interface utilisateur, moi je pense que c'est quand même la clé. Faire en sorte que ça soit simple et après que ça puisse s'adapter le cas échéant à des usagers plus avancés. Alors, à vrai dire, j'ai une autre question. Mais avant que je pose ma question, je vous regarde. Et alors, quand je regarde votre travail, je vois que vous êtes beaucoup centré sur l'équipement, sur la machine. Et je ne vois pas vraiment dans vos réflexions, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, mais vous avez peut-être parlé agronomie ou service. Donc, on a parlé des données, on a parlé d'interface. Mais est-ce que vous avez fait une distinction entre les réglages au niveau agronomique et les paramètres donnés qui viennent de la machine? Alors, ce que j'essaie de dire, on peut parler de formation. On peut parler de former les agriculteurs aux nouvelles technologies, c'est très bien. Mais au bout du compte, si la machine n'est pas capable de fournir des services fondamentaux en agronomie, s'ils ne remplissent pas la fonction pour laquelle on l'a acheté, l'adoption, elle sera très difficile. Donc, est-ce que vous avez eu le temps d'y réfléchir? Est-ce que vous avez pu faire le distinguo entre les données agronomiques et les données propres à la machine? Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? On en a un peu parlé quand on a fait l'état des lieux. On s'est dit que les tracteurs, actuellement, n'enregistrent pas de données, ou en tout cas un petit peu,
Mais donc le tracteur est dans la cabine, donc il voit les plans, il voit l'outil qui travaille. Avec les robots, ce n'est pas la même chose, puisque l'exploitant n'est pas à côté du robot. Et donc c'est le robot qui enregistre des données et donc l'exploitant va regarder les données après coup. Il va devoir contrôler et comprendre les données a posteriori. Donc l'aspect agronomique, il vient après, puisque les données recueillies par le robot, c'est ça, les données en relation avec l'agronomie. Alors bon, donc si j'ai bien compris, le fait que l'exploitant ne soit pas dans la cabine et ne regarde pas le robot en fonctionnement, vous nous dites qu'il faut y avoir d'autres caractéristiques sur le robot pour peut-être fournir plus d'informations, plus de détails sur le travail véritable du robot. Donc en temps réel peut-être, ou est-ce que c'est une question de confiance ? Alors là, on a un petit peu parlé dans la partie feedback ou retour d'expérience. C'est important pour le fermier, l'agriculteur, d'avoir ce retour d'information pour savoir vraiment quelles étaient les conditions en plein champ, sur le terrain. Et le robot peut formuler des recommandations sur la base de données agronomiques. Il peut recommander, par exemple, quel est le type de pesticide qui va le mieux convenir pour le type d'adventice. Mais la décision finale incombe à l'agriculteur. Cependant, les données dont on parle, bien sûr, oui, incluent aussi les données propres à l'agronomie. Et je voulais ajouter quelque chose. On a besoin d'un partenariat entre les fabricants, les agriculteurs, aussi le monde de la recherche. Il faut favoriser les échanges, les discussions, aussi pour remettre en question la situation actuelle. Alors merci beaucoup, parce que c'est vraiment le sens du grand défi de la robotique. Donc c'était vraiment très bien de conclure notre séance sur cette remarque. Donc merci beaucoup. Et nous arrivons d'ailleurs au terme de cette séance. Et donc je propose maintenant que les deux groupes montent sur scène. On va prendre une photo de l'ensemble des participants parce que vous avez partagé vos connaissances, vous avez pris le temps de partager, c'est très bien. Donc vraiment, montez sur scène, on va prendre une photo souvenir de l'ensemble des participants. Merci.